Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette formation que nous allons animer avec Martin Mendiara, ici présent, qui co-anime le groupe culture de la France Insoumise avec donc moi-même, Victoire Téten. Bonsoir et donc bienvenue, comme le disait Victoire, à cette formation Rémunérer les travailleurs de l'art. Alors, avec le début du déconfinement, les lieux culturels ont réouvert il y a quelques jours, le 19 mai. Alors, bien entendu, on est très content que ces lieux puissent reprendre petit à petit leur activité, comme le demande la France Insoumise depuis plusieurs mois. Mais cette réouverture seule, elle ne saurait être suffisante par rapport à la situation actuelle dans les arts et dans la culture. En effet, la crise sanitaire a souligné, comme dans bien d'autres secteurs, la grande précarité dans laquelle vivent un trop grand nombre de travailleurs de l'art. Une situation qui s'est bien entendu aggravée avec la crise du Covid-19 et c'est pourquoi, depuis plusieurs mois, de nombreux travailleurs de l'art se mobilisent pour changer ces situations intenables et préparer un avenir meilleur, à la fois dans les arts et dans la culture, et on le verra pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs. Alors, on a vu, il y a, depuis le début du mois de mars, près d'une centaine de théâtres occupés partout en France, qui sont occupés donc par des intermittents du spectacle, mais, et c'est très important, et très très loin d'être anodin, par d'autres travailleurs discontinus, notamment de l'événementiel et de la restauration. Et on va voir tout au long de cette formation en quoi c'est quelque chose qui pourrait paraître un détail, mais qui est très important. Et d'ailleurs, au début du mois de mai est sortie une tribune qui aurait pu en fait donner son titre à la formation et qui est intitulée «Ne soutenons pas les artistes, rémunérons les travailleuses et les travailleuses de l'art et les travailleurs de l'art». Donc elle est sortie à l'initiative du collectif de la Buse, dont on reparlera, du syndicat des travailleurs artistes CNT, du syndicat national des artistes plasticiens et plasticiennes CGT et de l'Œuvrière. Cette tribune, elle nous a paru vraiment très importante, très intéressante parce qu'elle propose toute une série de mesures pour sortir nombre de travailleurs et de travailleuses de l'art, comme les artistes-auteurs et autres professions de l'art oubliées, de l'absence de considération absolument totale dans laquelle ils sont. Cette situation, elle fait aussi suite à l'enterrement par Roselyne Bachelot du rapport Racine, remis au ministère de la Culture sur l'auteur et l'acte de création, qui soulignait la non prise en compte du travail réalisé par les artistes auteurs et leur absence totale de régime social. Et encore une fois, dans toutes ces décisions récentes, on voit que c'est comme depuis bien trop longtemps la négation de l'art et de la culture en tant que travail qui guide l'action du gouvernement. Et c'est cette même négation qui a entraîné des mesures totalement insuffisantes proposées par Roselyne Bachelot et Elisabeth Borne il y a quelques jours à l'issue du Conseil national pour l'emploi dans le spectacle, où elle a proposé, elles ont répondu aux occupants des théâtres par donc, des mesures totalement insuffisantes qui uniquement couvrent les 6 prochains mois dans le meilleur des cas, en décrivant ça comme étant une subvention à la culture, comme une exception faite, alors qu'il ne s'agit pas d'une exception faite spécialement pour ces artistes-là à qui on offrirait une rose, mais la chose dont parlent les occupantes et les occupants des théâtres, il s'agit bien de solidarité interprofessionnelle dans le chômage, et c'est aussi pour ça que ces dernières et ces derniers se battent pour leur situation d'intermittents et de travailleurs discontinus, mais également pour l'abrogation de la réforme chômage, ce dont on va parler. Mais cette négation du travail de l'art dont on parle, qui est un problème majoritaire qui touche aujourd'hui l'ensemble des formations politiques libérales, clairement, elle ne peut plus durer, c'est clair et net. Même aucune réelle politique publique des arts et de la culture ne peut être envisagée sans avant tout considérer les travailleurs qui permettront son existence et qui leur permettre d'accomplir leur travail qui est si précieux dans des conditions dignes et en accord surtout avec les organisations de représentation professionnelle. Alors c'est pourquoi, avant toute chose, et c'est pour ça qu'en tant que groupe culture, c'était important pour nous de commencer les formations qui nous étaient proposées d'être faites, formations qu'on nous proposait de faire, en commençant par cette question des travailleurs de l'art et de poser ce terme de travailleurs de l'art dans le débat public et d'articuler notre pensée à partir de ce terme-là. C'est un terme qui a été proposé par le collectif La Buse, notamment. Et je laisse Victor vous expliquer pourquoi il est si important.
En effet, donc, on a une opposition entre deux termes. Le terme artiste, qui est considéré comme qu'on considère comme un mot fourre-tout parce qu'il va créer une confusion en regroupant sous un même terme vague des réalités extrêmement disparates. Donc, ça sera un des objets de notre formation et on va y revenir très longuement. D'autre part, les artistes, ils sont précarisés de longue date avec toujours une même idée romantique que leur activité est le fait d'une passion et que donc la question de la rémunération est secondaire. C'est le produit d'une histoire vraiment longue qui va opposer l'art au travail. L'artiste va être vu comme une personne isolée qui ne va produire que par et pour lui-même. Or, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la séparation entre le registre esthétique, c'est-à-dire la création, et la réflexion politique sur le statut des travailleurs et des travailleuses de l'art, donc la question des droits sociaux des créateurs et des créatrices, est à la fois factice et trompeuse. Pour nous, ce qu'on voudrait vraiment affirmer ici, c'est qu'il ne peut avoir la moindre pertinence à opposer la définition et la conquête de droits communs à la nécessaire singularité de l'acte de création. Et du coup, on comprend pourquoi Martin disait plus tôt, il y a quelques instants, qu'il fallait revenir, enfin, imposer le terme de travailleur, travailleuse de l'art dans le débat public. Et donc, ne pas parler dans des discours politiques d'artistes. On voulait vous citer maintenant des propos qui sont ceux du collectif L'Abuse, mais également de Aurélien Catin, qui a fait un essai vraiment très inspirant qui s'appelle Notre condition, essai sur le salaire au travail artistique. Et donc pour lui, ce terme permet, et je cite Aurélien Catin, donc, de reconnaître la dimension universelle de la production d'une valeur non réductible au processus de marchandisation capitaliste. Toute activité produit une valeur d'usage et est de ce fait légitime à obtenir une reconnaissance sociale et des droits afférents. Pris dans ce sens élargi, ce terme de travailleur et de travailleuse permet d'échapper à la position de personnes qui vont demander des aides ou des subventions, comme si le travail réalisé ne produisait rien par lui-même. Et donc, on voit qu'il est très important de parler politiquement de travailleurs, de travailleuses de l'art et de ne pas demander de ne pas soutenir les artistes qui n'ont nul besoin qu'on les soutienne, mais qui ont besoin qu'on les rémunère comme travailleuses et travailleurs de l'art. Oui, tout à fait. Et, ce terme travailleuse et travailleurs de l'art, il nous permet aussi de prendre en compte l'entièreté des secteurs dont on parle. Moi, je me souviens, en 2019, pendant la mobilisation contre la réforme des retraites, avait éclos ce mouvement qui était très important, avec qui on a beaucoup échangé, qui s'appelle Art en grève. Et dans la tribune qu'ils avaient lancée, pour se constituer, il y avait une liste gigantesque, je vous invite à aller la voir. Le site est assez simple, mais assez beau aussi, une liste très très grande de l'ensemble des professions qui étaient appelées dont se revendiquait cet appel et que constituait Art en grève et qui était très vaste. Alors bien entendu, on pense aux intermittents, aux intermittentes, aux artistes, auteurs et autrices dont on parlera Victoire, mais également il y avait dedans les installateurs et les installatrices d'œuvres d'art, les commissaires d'exposition, les techniciens, bien entendu, les médiateurs culturels, les gens qui travaillent dans la production, etc. etc. Il ne faut pas oublier non plus d'autres travails qui sont aussi discontinus, comme les services de sécurité ou d'autres travails comme les personnes qui s'occupent de la ventouse dans les tournages ou ce genre de choses, qui sont des travails de l'art et des travails essentiels, vu que le mot est souvent sorti ces derniers temps, des travails essentiels pour que toute œuvre d'art puisse exister et puisse toucher les citoyennes et les citoyens et le plus grand nombre d'entre eux, on l'espère. Alors du coup, en disant ça, on a conscience que quand on parle d'intermittent du spectacle, d'artiste-auteur, c'est des choses, ce sont des termes qui souvent cachent ont l'air assez complexes, pardon. On ne sait pas vraiment ce que ça signifie. On peut avoir du mal à comprendre comment fonctionnent ces régimes de travail. Si, pour celles et ceux qui ont la chance, on va le voir, d'avoir un régime de protection sociale, ce qui n'est pas le cas pour une grande majorité des travailleurs et des travailleuses de l'art. Donc, on ne comprend pas toujours de quoi il s'agit. Quand bien même les intermittents du spectacle n'ont pas à peu près ce que c'est, on ne sait pas comment fonctionne non plus leur travail et qu'est-ce que c'est vraiment que l'intermittence du spectacle. C'est pourquoi on vous propose cette formation dont le sujet principal sera aussi de mettre là en lumière qu'est-ce que c'est
que l'intermittent du spectacle, qu'est-ce que c'est que les artistes-auteurs et les autres professions artistiques discontinues, parce qu'on en parlait un petit peu avec Victoire juste avant le lancement de cet enregistrement, même pour de nombreux artistes-auteurs dans les vidéos que tu as pu voir, Victoire, pour préparer aussi cette vidéo de cette formation, qu'il y avait beaucoup d'artistes qui posaient eux-mêmes des questions sur comment fonctionne mon travail, parce qu'il y a aussi un gros problème qu'on ne forme pas, enfin, c'est très très compliqué, c'est infiniment compliqué, parce qu'il n'y a pas de vraies choses qui existent, pour eux, de vrais régimes sociaux qui existent, et en plus, on ne les forme pas aux quelques bribes de choses qui peuvent exister. Bref, donc, pour commencer, ce sera moi qui vais partir pour un long monologue, je vous prie de m'excuser, mais on voulait commencer, bien entendu, par une chose auquel on pense, des travailleurs auxquels on pense en premier souvent quand on parle de travailleurs de l'art, qui sont les intermittentes et les intermittents du spectacle. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que l'intermittence du spectacle? Alors, ce qu'on appelle intermittent du spectacle, ce n'est pas un statut, par exemple, dont on hériterait à partir du moment où on serait un artiste, ni même quelque chose dans lequel on entre en commençant à travailler et qui nous est dû durant toute notre vie professionnelle. Non. L'intermittent du spectacle, c'est un régime de couverture sociale et d'indemnisation du chômage qui correspond aux spécificités du travail des techniciens et des artistes, principalement interprètes, mais il y en a également quelques autres et beaucoup d'autres spécificités. Donc, les techniciens et les artistes du spectacle vivant, du cinéma, de l'audiovisuel et également les techniciens de l'événementiel. Ce système, il part d'une réalité. C'est-à-dire qu'une grande partie des emplois de ces domaines sont des emplois qu'on appelle discontinus. C'est-à-dire qu'on passe de projet en projet. On n'a pas un seul employeur durant notre quotidien de travail et encore moins durant toute notre vie professionnelle. Entre chacun de ces projets, bien entendu, les emplois du temps font qu'il y a des périodes, parfois courtes, parfois malheureusement plus longues, où on ne travaille pas. Et en effet, par exemple, supposons un technicien qui travaille dans le cinéma, ses tournages, ils vont pas, l'emploi du temps des tournages n'est pas réglé sur la vie de ce technicien et encore moins sur la vie de l'ensemble des techniciens ou des autres personnels, et aux autres comédiens qui travaillent dedans. Donc forcément, à la fin d'un tournage, il peut y avoir tant de temps, une semaine, peut-être, 10 jours, même un mois, parfois 2, parfois 3, parfois encore plus, avant qu'ils puissent trouver un autre tournage ou un autre spectacle ou concert sur lequel travailler. Donc, en fait, il s'agit de se rendre compte que ce sont des secteurs où l'emploi est précaire, c'est-à-dire qu'il n'est pas périn sur le moyen et sur le long terme. Mais néanmoins, cette précarité, on peut voir, n'est pas forcément dans l'absolu synonyme de pauvreté. Elle l'est souvent aujourd'hui, mais il y a beaucoup de possibilités et de pistes pour sortir de ça. Et donc, voilà, ce sont des secteurs où les contrats à durée indéterminée, comme on connaît, même s'ils sont de plus en plus malmenés par Macron et les libéraux successifs qui se sont succédés au gouvernement, contrat à durée indéterminée n'est pas la norme et étant de très nombreuses manières très compliqué à mettre en place. Néanmoins, ce sont des choses sur la question du long terme qui sont à questionner dans les politiques culturelles, sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Pas aujourd'hui, mais plus tard. Alors, il est très important également de noter que même s'ils peuvent avoir accès à un régime d'assurance chômage spécifique, les travailleuses et travailleurs intermittents du spectacle ne sont pas des travailleurs à part, comme essaye souvent de le faire croire le MEDEF. Ils cotisent comme la majorité des travailleurs à la Caisse générale de l'assurance chômage, donc autant qu'un travailleur salarié classique, entre guillemets, et même plus que les travailleurs du régime général. D'autant plus depuis la réforme des fiches de paye de Macron qui a retiré les cotisations sociales des fiches de paye des salariés. Ils cotisent du coup actuellement les intermittents du spectacle à hauteur de 4,80% de leur salaire brut et continuent donc de le faire encore aujourd'hui. Et les cotisations patronales, avec ça en plus, elles sont également plus élevées que pour les salariés, entre guillemets, encore une fois, classiques, pour atteindre entre 11,45 et 11,95 du salaire brut, là où le total est à 4% pour les autres salariés. Donc, on voit que il y a plus, enfin, comme on le dit, ils cotisent plus que les autres salariés. Donc, excusez-moi, je reprends un petit peu mes notes.
Oui, donc on voit qu'en fait, tout est mis dans le même pot commun entre salariés qui travailleraient dans un bureau, par exemple, et intermittents du spectacle. Ils cotisent à la même caisse. Mais la chose qui change, c'est la manière dont cet argent cotisé est redistribué en cas de chômage. C'est là où c'est différent. Et c'est cette spécificité-là qui constitue les annexes 8 pour les techniciens et 10 pour les artistes du spectacle vivant et du cinéma, de l'UNEDIC, de l'association qui s'occupe de redistribuer l'argent du chômage en accord avec Pôle emploi. Ce sont des annexes, voilà, des annexes dans ce fonctionnement-là, des spécificités dues à des conditions de travail et des conditions de temps non travaillé. Alors, comment ça fonctionne? On touche le complexe. Les artistes et les techniciens, ils ont des CDDU, des contrats à durée déterminée d'usage. Vous savez, de contrats à l'heure pour les techniciens, de 10 heures maximum par jour ou 12 sur demande d'autorisation de dérogation par l'inspection du travail, et quoi qu'il arrive, pas plus de 48 heures par semaine. Et pour les artistes, il s'agit de cachets qui représentent un forfait de 12 heures de travail. Et la particularité de ces CDDU, c'est qu'ils peuvent être renouvelés continuellement sans obligation de déboucher sur un CDI. Comme on a vu, c'est quasiment impossible. On ne peut pas engager un comédien en CDI sur un film, par exemple. Mais il y a d'autres choses par exemple, qui existent pour les comédiens, notamment en lien avec les lieux culturels. Euh, il n'y a pas de délai de carence à respecter entre ces contrats. Alors, je me permets une petite parenthèse, je parle d'artistes là. On a dit juste avant qu'on voulait bannir ce mot-là de nos discours politiques. Là, en effet, quand on rentre dans ces spécificités-là, les langages du droit du travail font qu'en effet, il y a juste des régimes de fonctionnement différents entre les artistes interprètes et metteurs en scène ou autres. Donc, les artistes interprètes, c'est-à-dire les acteurs, les danseurs, les chanteurs et donc les autres domaines artistiques de production de spectacles ou de films ou de contenu radiophonique ou audiovisuel. Et c'est juste voilà, une distinction dans le droit du travail, mais ça ne remet pas du tout en cause tout ce qu'on a dit juste avant sur les travailleurs de l'art. Donc ça, ce que je viens de dire, c'est ce qui concerne les contrats. Ensuite, pour ce qui est des indemnisations de chômage, c'est-à-dire le cœur de ce dont on parle, c'est ça l'intermittence du spectacle, en vérité, à proprement dit. Pour pouvoir ouvrir ses droits au chômage, c'est-à-dire obtenir son allocation chômage spécifique, un intermittent doit avoir été employé 507 heures pour avoir perçu 43 cachets sur une période d'1 an. Alors, il peut effectuer ces 507 heures en moins de temps qu'une année, hein, bien sûr, et ouvrir ses droits en moins de temps qu'une année après le premier jour où il a travaillé. Il s'agit ensuite d'une allocation chômage, une fois qu'il a ouvert ses droits, qui est basée sur le nombre de jours où l'intermittent n'a pas été employé dans le mois et calculé pour un montant calculé sur la moyenne de ce qu'il a perçu en travaillant. Alors, on pourrait croire qu'une fois ces 507 heures effectuées, c'est bon, l'intermittent est tranquille, il n'a plus besoin de travailler, ce qui n'est absolument pas le cas. Alors, en effet, une fois ces droits au chômage ouverts par l'intermittent, ils sont valables tels quels pour 1 an. Et durant cette année, l'intermittent, il doit travailler à nouveau, bien entendu. Le but n'est pas d'entretenir un chômage constant, loin de là. Durant cette année, l'intermittent, il doit travailler à nouveau pour effectuer 507 nouvelles heures de travail pour pouvoir perpétuer ses droits au chômage une année supplémentaire. Et on appelle date anniversaire la date avant laquelle l'intermittent doit travailler au moins ces 507 heures pour conserver sa couverture chômage. C'est-à-dire, par exemple, que si je travaille 507 heures et que je suis employé sur une annexe 8 ou 10 de l'UNEDIC, le jour où j'ai atteint le nombre d'heures et que j'ai décidé d'ouvrir mes droits, disons par exemple le 15 septembre 2021, mais je devrais avoir été employé au moins 507 nouvelles heures d'ici le 15 septembre 2022 pour pouvoir perpétuer mes droits au chômage. Alors, après, il y a d'autres petites spécificités, par exemple les congés, parce que les intermittents, comme ils naviguent d'employeur en employeur, ça peut paraître compliqué de prendre ces congés payés, qui sont pourtant un droit aussi pour eux. Ça peut être compliqué pour eux de les prendre. C'est pourquoi il existe un système qui est, on va dire, un peu la seule caisse à part pour l'intermittent, mais qui nourrissent eux-mêmes par leur cotisation, qui s'appelle les congés spectacles, ce qui leur permet de débloquer une somme d'argent qui équivaut de leur durée de congés payés et qui se rapproche des congés payés des travailleurs en CDI. Alors, du coup, bien entendu, l'intermittent, il continue à aspirer
à travailler une fois ses droits ouverts. Ce n'est pas un saint Graal qu'on touche et hop, c'est bon, on est tranquille pour toute la vie. Non, non, c'est juste un régime de couverture chômage plus spécifique au fait que les contrats de travail ne peuvent que dans de très rares cas s'enchaîner sans s'arrêter. En ce sens, les intermittents ne sont pas tellement plus favorisés que les salariés au régime général. Il s'agit juste d'une réduction des temporalités due à une réduction et une fragmentation du temps de stabilité de l'emploi du travailleur intermittent. Je demande la phrase un peu compliquée, mais en fait, quand on voit dans le régime général, on doit travailler 910 heures ou 130 jours en moins de 24 mois ou 36 mois pour les travailleurs depuis 53 ans pour ouvrir ses droits au chômage. Et au final, entre 507 heures en un an ou 910 heures en 2 ans, c'est assez comparable à la différence que l'intermittent, pour ouvrir ses droits, enfin, il peut ouvrir ses droits plus tôt, mais doit travailler plus longtemps. Donc, on voit, c'est juste en fait une réduction des temporalités de toute cette affaire. Alors, bon, idéalement, les contrats s'enchaînent et on passe plus de temps à travailler que de temps chômé. Bon, bien entendu, tout le monde a son propre rapport au travail. Le chômage est un droit également, par ailleurs, qu'on peut choisir. Mais globalement, les intermittents, bien entendu, ils préfèrent travailler qu'être au chômage. Ce qui entraîne une course au travail constante, qui a un rapport très spécifique aussi, et qui ne facilite pas non plus le choix des projets sur lesquels on travaille. Mais cette volonté de travailler, elle tient aussi tout simplement du fait que, comme pour tout le monde, on touche aussi plus d'argent quand on travaille que quand on est au chômage, même une fois les droits ouverts. Mais néanmoins, du coup, continuer à travailler et travailler de base, c'est là la grande complexité parce que ça peut être assez compliqué pour beaucoup d'intermittents de travailler assez pour pouvoir ouvrir leur droit au chômage. Il ne faut pas croire que quand on dit intermittent du spectacle, par conséquent, tous les intermittents du spectacle touchent leur droit au chômage calculé selon leurs jours non travaillés dans le mois. Non, très loin de là. À titre d'exemple, et d'exemple très contemporain, en 2019, on comptait 276 000 salariés intermittents du spectacle cotisants, donc qui cotisaient selon l'annexe 8 et 10, mais seulement 118 000 d'entre eux qui ont pu ouvrir leurs droits durant l'année 2020. C'est-à-dire qu'on a vraiment moins de la moitié des intermittents du spectacle qui touchent leur droit au chômage d'intermittents du spectacle. Les autres, ils travaillent simplement sans pouvoir ouvrir leurs droits parce qu'ils n'ont pas pu travailler assez. Et ce problème, si on analyse en prenant un petit peu de recul ce qu'est notre travail en tant que France Insoumise, on voit qu'on a beaucoup de travailleurs. On a beaucoup de travailleurs très qualifiés, parmi les plus qualifiés au monde dans ces registres-là, mais qu'il n'y a pas assez d'emplois proposés. En effet, pour regarder un petit peu les chiffres et l'évolution temporelle de tout ça, entre 1984, où il y avait 9060 allocataires, et aujourd'hui, où on a 9060 allocataires, c'est quand même 200 000 fois moins que le nombre de cotisants aujourd'hui. Enfin, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a 276 000 cotisants en 2019. On voit qu'entre 9 000 et 276 000, même si là on parle d'allocataires et de cotisants, mais c'est les chiffres qu'on a pour faire un peu de retour dans le temps, il y a une multiplication gigantesque de près de 300, de près de 270 au moins, fois 270, mais que les budgets dans la culture, ils n'ont pas été multipliés par 270. Hein. Très, très loin de là. Bien entendu, il y avait, je dis ça, mais il y avait aussi beaucoup de cotisants qui n'étaient pas allocataires en 1984. Hein. Et qu'au contraire, à l'élection de François Mitterrand en 81, il y a quelque chose de très important qui est mis en place, qui est que le budget de la culture est porté à 1% du PIB. Et aujourd'hui, on en est loin. On en est très loin. C'est très vite tombé en désuétude et ça n'a cessé de fondre depuis. Par contre, le nombre de travailleurs, lui, comme on a pu voir, lui, il a augmenté. Donc forcément, à force, on a un gap qui fait qu'on continue à avoir de moins en moins d'investissements, en tout cas clairement moins d'investissements qui ont pour but de créer des emplois. Mais par contre, le nombre de travailleurs continue à augmenter et forcément, ça crée une explosion et une précarité, une précarisation accélérée, une pauvreté grandissante chez les intermittents du spectacle. Alors, au-delà de ça, ce régime il comprend également beaucoup de complexités techniques qui ne sont par ailleurs pour la majorité d'entre elles résolues que en étant conquises par la lutte, comme ça a été le cas en 2016 avec l'élargissement de la prise en compte des heures d'enseignement dispensées par les artistes et les techniciens, qui fait une partie
réel de leur travail, qui n'est pas uniquement euh, euh, c'est pas uniquement ils transmettent beaucoup, ils ne font pas que faire, ils transmettent également beaucoup. Et ainsi, on a entre 70 ou 120 heures pour les 50 ans et plus qui peuvent être prises en compte parmi les 507 heures de travail. Il y a également, parce que ce n'était pas le cas et que c'était une libéralisation totale, l'instauration d'un seuil de jours de travail mensuel maximum, qui est de 26 jours pour les annexes 8 et 27 jours pour l'annexe 10. Parce que comme on est des travailleurs qui, je dis on parce que j'aspire, je suis futur intermittent du spectacle, on est des travailleurs qui avons des horaires qui ne sont pas des horaires de bureau, clairement. Et même par ailleurs, on travaille pour les personnes qui ont des horaires de bureau. Donc forcément, ça peut étaler un éclatement, ce qui pouvait faire en sorte que très vite, on ne puisse pas travailler, on ne puisse pas avoir de jours de repos dans le mois, ce qui est, vous vous en doutez, un problème. Alors, il y a d'autres complexités qui demeurent encore aujourd'hui et qui sont très problématiques, notamment pour les congés maternité, qui bouleversent le calcul des heures employées et peut créer chez de nombreuses intermittentes avec une mauvaise volonté claire des ministères du Travail successifs, ça peut créer des situations critiques et d'une complexité sans nom. Et ça, la société spectacle nous disait que c'est quelque chose qui est très simple à régler et qu'il suffit de faire un décret de la part du ministère du Travail qui ils attendent. Et le ministère du Travail leur a dit il y a bientôt, enfin, il y a plusieurs mois, bientôt un an, que oui, oui, ils vont le faire, c'est bon, on est d'accord, on a compris. Et ça fait des mois et des mois qu'ils attendent juste que le truc soit écrit et publié au journal officiel. Ce qui montre quand même qu'il y a un vrai problème de mauvaise volonté claire de la part du ministère du Travail pour régler des choses minimes et très simples et qui ne coûtent pas non plus un bras, quoi. Très, très, très loin de là. Voilà, alors, j'arrive à la fin de cette petite présentation globale de ce qu'est un intermittent. Ça a été un peu long, je vous prie d'excuser. Imaginez ce que c'est que de vivre ça au quotidien. Mais si vous voulez plus d'informations sur l'intermittence du spectacle et même plus d'informations politiques et une lecture politique et sociologie de la chose, on peut vous renvoyer à deux livres qui sont très intéressants. Un premier de Mathieu Grégoire, qui s'appelle Les intermittents du spectacle, enjeu d'un siècle de lutte de 1919 à nos jours, qui montre aussi la portée révolutionnaire que peut contenir l'intermittence du spectacle en tant que salaire socialisé, et également L'intermittence au travail, une sociologie des marchés de la pige et de l'art dramatique d'Olivier Pilmis, qui pose un parallèle très intéressant du travail discontinu et du travail à employeurs multiples chez donc, les intermittents comédiens dans l'art dramatique et les journalistes pigistes, euh, ce qui montre encore une fois que les intermittents sont très loin d'être les seuls travailleurs discontinus. Alors, je parlais donc de Mathieu Grégoire qui voit l'intermittence du spectacle comme étant aussi une avancée politique issue d'un vrai siècle de combat qu'il écrit de manière très intéressante et très très bien, notamment à partir des archives des syndicats. Et il y a plusieurs manières de voir. Il y a deux principales manières chez les travailleurs intermittents de voir l'intermittence du spectacle. Une première, qui est donc cette notion de salaire socialisé qui devrait être étendue, selon eux, à l'ensemble des travailleurs pour que tous les travailleurs puissent en fait être intermittents. Et qui s'adapterait en fait à aussi une fragmentation du CDI aujourd'hui et une complexification du marché du travail, enfin du marché du travail, on passe ce terme, non, du monde du travail. Ça, c'est une première analyse d'un côté. L'autre analyse, elle se pose un peu elle n'est pas en désaccord total, mais c'est un autre biais de vision qui est qui reprend cette idée qu'en effet, l'intermittence du spectacle, elle vient de conditions de travail très spécifiques et que l'objectif politique doit être la stabilité de l'emploi. Et qu'il est vrai que être intermittent du spectacle, c'est souvent vu comme étant par la droite, par la droite MNF, comme étant le paradis, c'est bon, on ne fout rien, ce qui est loin, c'est très très loin là. Au contraire, c'est pire que ça. Enfin, c'est l'inverse. Enfin, c'est encore plus compliqué qu'avoir un travail stable parce qu'on passe notre temps à chercher du travail. Et d'autant plus dans les situations qu'on a vues comme maintenant de gap entre l'offre de travail et l'explosion du nombre de travailleurs. Donc, ça crée une instabilité, ça crée une précarité de vie, comme on l'a dit, c'est un régime de travail précaire, et la question se pose de est-ce qu'il faut développer ça, enfin, est-ce qu'il faut partir du constat que maintenant le travail est précaire ou se battre pour un monde du travail plus périn? Ce sont des questions auxquelles on ne répondra pas, on ne prendra pas position précisément là-dessus parce qu'on est encore en train de travailler dessus. Néanmoins, on se nourrit, on prend en compte les deux et que
il y a des choses intéressantes à proposer à partir de ces deux analyses. Alors, bien entendu, on a pu le voir aussi, la crise sanitaire, elle a bouleversé complètement tout ça. Alors, le gouvernement, il a mis en place, grâce à la mobilisation des syndicats, ce qu'on appelait l'année blanche, qui était donc en fait le fait de prolonger les droits, donc la fameuse date anniversaire, de tout le monde, enfin, de tous les intermittents qui pouvaient ouvrir leurs droits, donc ça ne concerne pas tous les intermittents du spectacle, mais tous ceux qui pouvaient ouvrir leurs droits, et de tout décaler, tout le monde a une date anniversaire, qui durait plus long, enfin, qui était donc plus longue qu'un an, au 31 août 2021, puis à fin décembre 2021, si je ne dis pas de bêtises, grâce à la mobilisation des occupants de théâtre. Mais ce n'est pas du tout suffisant comme mesure, parce que, et c'est aussi pour ça que ces mobilisations continuent malgré les premières réponses, parce que l'activité n'a pas totalement repris encore. On le voit aujourd'hui, les théâtres, les cinémas, les cultures ont rouvert le 19 mai, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas encore en capacité d'accueillir du public parce que ça ne se fait pas en claquant des doigts, comme on a pu le voir. Et l'activité, elle va être bouleversée encore pendant au moins un an après la reprise totale d'activité, c'est-à-dire aux alentours de juin ou le début juillet, quand le déconfinement sera vraiment effectif. Il n'est pas dit, d'ailleurs, que ce soit périn pour les temps à venir et qu'il n'y ait pas des nouvelles vagues ou ce genre de choses. Donc, on va le voir un peu plus dans la suite de cette formation, il y a une nécessité de la part des occupants de théâtre de continuer à se mobiliser parce que les réponses du gouvernement sont incomplètes et sont juste des rustines pour les 3 mois à venir. Et ils imaginent qu'à l'issue de ces 3 mois, c'est bon, tout sera reparti. Ce qui n'est bien entendu pas le cas. Alors, ensuite, du coup, vis-à-vis de tout ça, j'arrive à la fin de ce long tunnel de corde. Du coup, je vais intituler ma deuxième sous-partie « Que faire ?» par rapport à tout ça. Quelles sont les positions et les propositions, surtout de la France insoumise, par rapport à l'intermittence du spectacle? Tout d'abord, comme je viens de voir, il s'agit de répondre à la crise sanitaire en appliquant les revendications des théâtres occupés, comme on l'a dit, le prolongement de l'année blanche, c'est-à-dire la condition des droits, pendant au moins un an supplémentaire après la reprise réelle d'activité dans les arts et la culture. Ça, c'est la première chose. Ils ont bien d'autres revendications qui vont, on va le voir, s'articuler avec ce qu'on raconte, qu'on appliquera, bien entendu, quand on sera au pouvoir. On voit le régime de l'intermittent du spectacle, il permet que les arts et la culture en France puissent être si foisonnants. Il permet qu'on puisse avoir autant de techniciens et de travailleurs artistes et une telle diversité de propositions. Mais il doit être encore vraiment amélioré pour remplir au mieux sa mission, c'est-à-dire faire en sorte qu'une forme d'emploi précaire et discontinue ne soit pas le synonyme structurel d'une pauvreté grandissante pour ces travailleurs. Et ces pistes d'amélioration, elles existent déjà. On a pu le dire depuis le début de cette formation, des syndicats et des collectifs de travailleurs ou les occupants de théâtre actuellement mènent un travail approfondi et précis sur le sujet. En 2017, la France insoumise, elle proposait de pérenniser et de consolider les accords de 2016, dont on a déjà pu parler. Et notre politique culturelle, et bien entendu notre politique sociale, elle ne peut se composer qu'en accord avec les syndicats. Et donc, nous devons, pour 2022 également, d'écouter les avancées dans ce travail qui est fait pour envisager comment améliorer ce régime et de régler les complexités oubliées depuis bien trop longtemps dont on a pu parler. Notamment, il faut écouter les pistes actuelles qui sont là-dessus, et spécifiquement, par exemple, celles issues des occupations, encore une fois. Par exemple, on a pu voir qu'avec la crise sanitaire, ce qui a été mis en lumière, c'est la précarité du travail, sa discontinuité. Et surtout, qu'il peut être très facilement perturbé en termes d'emploi. Ce pourquoi il semblerait pertinent, intelligent d'abaisser le nombre d'heures que doivent travailler les intermittents pour pouvoir ouvrir leurs doigts, parce que pour l'instant, en effet, même si nous on arrive au pouvoir et qu'on claque des doigts et qu'on augmente à 1% du PIB le budget de la culture, ça mettra du temps à s'appliquer. Donc d'ici à ce que ça mette du temps à s'appliquer, que l'emploi soit foisonnant, il le sera, il faut abaisser le nombre d'heures pour permettre une stabilité, une forme de stabilité au cœur de cette tempête de précarité quotidienne pour les intermittents du taille. Donc nous, on ne trouve pas inintéressant de se pencher sur la piste qui a été émise de descendre à 250 heures en un an
pour pouvoir ouvrir ses droits. Sachant que ça ne veut pas dire qu'on arrête de travailler après avoir fait ces 250 heures. Au final, ça changerait structurellement pas tant de choses que ça permettrait juste à plus de gens de pouvoir travailler plus sereinement. Bien entendu, la question des congés maternité dont on a parlé sera réglée aussi, mais également des congés maladie et des congés formation qui ont été grandement attaqués et perturbés par les réformes récentes. Enfin, le cœur de tout ça, si vous suivez un petit peu ce que je raconte, même si j'entends que parfois je peux me perdre un petit peu, le cœur de tout ça, la vraie solution, et c'est le programme de la France Insoumise, c'est le plein emploi. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de baser la conception du travail des intermittents sur le chômage, mais sur l'emploi. Parce que c'est une conception que clairement beaucoup d'opérateurs privés ont, mais également beaucoup trop d'opérateurs publics et de collectivités ou de municipalités en se disant les intermittents, à partir du moment où ils ont un salaire, ils ont un revenu chômage, une allocation chômage bien plus facile, enfin on dira bien plus rapidement, on va dire, que les autres travailleurs, c'est bon, en fait, ils sont payés, en fait, leur contrat, ils sont payés sans contrat, alors que non, ce n'est pas avec nos allocations au droit au chômage qu'on doit faire nos répétitions pour pouvoir présenter des spectacles. Ce n'est pas avec ça qu'on doit préparer des films, etc. Non, il faut prendre en compte ces temps de préparation, par exemple, dans le travail et surtout arrêter de rogner sur la moindre... essayer de faire travailler les intermittents le moins possible sous prétexte qu'ils sont couverts en attendant. Non, ce n'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et les collectivités publiques et les groupes publics se doivent d'être exemplaires sur cet aspect-là. Donc, bien entendu, pour permettre d'atteindre cet objectif du plein emploi, on augmentera les budgets, ce qui permettra de faire un roulement là-dedans et de fournir bien plus d'emplois. Et surtout, on augmentera les budgets en indexant aussi cette augmentation de budget sur la nécessité de créer de l'emploi et de créer de l'emploi pérennement. Alors, où est-ce que j'en suis? Oui, également, autre élément très important, spécifiquement avec la crise sanitaire, l'entrée dans la vie professionnelle qui a été totalement empêchée depuis mars 2020 pour les jeunes travailleurs et ceux que le chômage a le plus durement touché, qui doivent être d'autant plus soutenus dans cette marche-là. Et ce plan d'investissement sera pris en compte là-dedans. Et ça fait partie, ce plan d'investissement est une revendication des théâtres occupés qui rejoint parfaitement les propositions de la France Insoumise. Et en fait, on voit, et on va continuer à le voir, et je terminerai là-dessus, et encore, désolé d'avoir été long, que la volonté politique de la France Insoumise, elle rejoint parfaitement les revendications des occupations de théâtre, et elle saisit ce que ces occupants soulèvent à bras-le-corps pour concevoir un service public des arts et de la culture qui soit émancipateur autant pour ces publics que pour ces travailleurs. Et on va voir que ce fonctionnement-là, il est, comme on l'a dit, loin d'être inintéressant pour... Enfin, il ne tient pas tant de la nature des techniciens ou des artistes-interprètes que de son régime de travail discontinu et que les intermittents du spectacle sont très loin d'être les seuls travailleurs discontinus dans les arts de la culture et ailleurs. Et je laisse enfin la parole à Victoire pour la suite. Et pendant que Victoire prend la parole, je vais aller brancher la tablette avec laquelle je fais cette formation, parce qu'elle commence à être un peu petite. Mais je t'en prie. Du coup, Martin nous a parlé, c'était très intéressant, du régime des intermittents et intermittentes du spectacle. Et moi, je vais vous parler maintenant d'une autre catégorie de travailleurs et de travailleuses de l'art, qui sont les artistes-auteurs et les artistes-autrices. Donc d'abord, ces artistes-auteurs, ces artistes-autrices, c'est qui? Donc, cette dénomination regroupe toute une diversité de professions et de très nombreuses facettes. Pour le dire rapidement et en première analyse, les artistes-auteurs, c'est toutes celles et tous ceux qui sont à l'origine de la création des œuvres. Donc, puisqu'on est dans une formation et qu'on est des gens très sérieux, je vais vous lire l'article L382.1 du Code de la sécurité sociale qui dit que les artistes-auteurs sont les créateurs des œuvres littéraires, dramatiques, musicales, chorégraphiques, audiovisuelles, cinématographiques, graphiques, plastiques et photographiques. Donc on n'est pas dans la belle liste que nous évoquait tout à l'heure Martin, mais on est déjà dans un tableau qui est assez complet, qui est celui qu'on trouve donc dans ce code de la sécurité sociale, et qui nous dit donc qu'on a à la fois les auteurs et les autrices, donc celles et ceux qui écrivent des livres, mais également les plasticiens, les plasticiennes, donc d'autres artistes auteurs,
On peut avoir également les scénaristes, les photographes, les traducteurs, les traductrices, les scénographes, les vidéastes. Tout cet ensemble de personnes, tous ces artistes-auteurs, ça représente 270 000 personnes, donc à peu près autant en fait que les intermittents, de ceux qui cotisent à l'intermittence du spectacle, pas ceux qui, comme si vous avez bien suivi ce que Martin vous disait, pas ceux qui vont toucher, qui vont pouvoir avoir c'est Droit ce au chômage, toucher leur droit au ah, au chômage. chômage, excusez-moi. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez la vidéo, mais il est un peu tard chez nous. Du coup, ce qu'il faut bien considérer, enfin bien, avoir en tête, c'est que la plupart des artistes-auteurs, ils vont exercer, une activité à côté. Soit comme, ils vont avoir, une activité en lien avec, leur profession. Donc par exemple, ils vont être installateurs, d'œuvres d'art, ils vont intervenir dans des établissements scolaires et ça évidemment, il va falloir le prendre en compte pour composer un régime qui puisse répondre à à ces différentes, activités et évidemment, on le sait, beaucoup d'artistes, auteurs et autrices ont tout simplement à côté, de leur activité de création, un travail tout simplement alimentaire pour pouvoir survivre. Plus largement, il y a, pour ces artistes auteurs et autrices, une évolution des formes et une grande porosité entre les différentes facettes de ce qu'ils font, ce qui va entraîner une complexité, sans nom. Les artistes auteurs et autrices sont multimétiers et donc comme je le disais, nous, un des enjeux qu'on a, c'est de voir quel est le statut qu'on peut, leur proposer et qui permettent en fait d'englober cette diversité. Donc ça, on y reviendra. Pourquoi, il semble important de commencer par, cette, définition? C'est parce qu'à la fois, ça va regrouper, comme je l'ai dit, un grand nombre de statuts de différentes personnes, de différentes formes de création et également parce qu'il va avoir un régime, peu lisible, une myriade de guichets et d'organismes et tout cela est extrêmement complexe. Pour comprendre cette complexité, il faut d'abord faire un point sur la rémunération. Donc ces artistes auteurs qui sont donc des créateurs, des créatrices, comment est-ce qu'ils vont être rémunérés? Il faut repartir pour ça de la notion de droit d'auteur. Donc dans le droit d'auteur, il y a 2 dimensions. À la fois, ça va être un droit moral, donc ça veut dire que quand quelqu'un va écrire une œuvre, il va avoir la paternité de son œuvre et on va lui garantir le respect de son intégrité. Donc ça, c'est pour, ce droit moral, donc ce droit, sur, l'œuvre et sur le fait que quelqu'un a des droits parce qu'il est l'auteur d'une œuvre. Mais c'est aussi un droit qu'on appelle un droit patrimonial. Donc c'est là qu'il y a l'aspect économique qui va rentrer en jeu, puisque le droit patrimonial va conférer un monopole d'exploitation économique sur l'œuvre pour une durée variable. Donc ça va dépendre, des pays, en France, pour l'instant, par exemple, c'est 70 ans et au terme de ces 70 ans, l'œuvre va rentrer dans le domaine public. Ça veut dire que tout le monde, pourra l'exploiter sans, avoir à verser de l'argent à son auteur. Donc 70 ans, je précise, dans la quantité victoire, excuse-moi, après la mort de l'auteur. C'est les personnes qui en héritent ces évidemment, 70 ans. évidemment. Merci Et Martin pour l'auteur la conserve toute sa vie voilà, les droits patrimoniaux de son œuvre. si vous écrivez une œuvre à 10 ans, pas de souci, si vous vivez Oui, jusqu'à à 100 ans, 80, vous en toucherez toujours les 3,50 € voilà, c'est de ça. droits par mois quand ça sera Finalement, fait. c'est à la mort de l'auteur, en effet. Et donc, excusez-moi, les auteurs sont donc propriétaires de leur œuvre, ce qui va leur donner le droit de tirer une rente de leur exploitation, ce qui veut dire dans un langage plus commun qu'un auteur, l'auteur d'un livre, va toucher de l'argent, souvent 3,50 € comme nous l'a dit Martin, sur les bénéfices de la vente du livre. Donc ça, c'est la première façon dont un artiste-auteur peut être rémunéré en touchant donc de l'argent via ce droit d'auteur. Et la deuxième façon dont un artiste-auteur va pouvoir être rémunéré, c'est en intervenant sur le marché des biens et des services pour vendre des objets d'art, donc par exemple dans le cas de plasticiens ou de plasticiennes, ou des prestations comme des conférences ou des ateliers. Donc c'est ça ce cadre de la rémunération des artistes auteurs.
Autre chose qu'il faut voir, c'est, je vous ai dit qu'il y avait toute une myriade de guichets d'organismes et que tout cela est extrêmement complexe. Donc, je vais essayer de rendre simple cette complexité. Donc, pour le régime des artistes-auteurs, c'est un régime indépendant, rattaché de manière dérogatoire au régime général, avec des cotisations à l'URSSAF Limousin. Donc, qu'est-ce qu'un URSSAF? Les URSSAF, ce sont les unions pour le recouvrement des cotisations sociales et des allocations familiales. Donc, en fait, ce sont des organismes de droit privé qui vont être chargés d'une mission de service public au profit de la branche recouvrement de la sécurité sociale, qui vont également contrôler que les artistes-auteurs font bien tout dans les normes et vont pouvoir sanctionner des éventuelles erreurs. Donc, les artistes-auteurs vont cotiser à l'URSSAF, déclarer leurs revenus à l'URSSAF et pouvoir cotiser à cette caisse et ensuite avoir un régime de protection. Il y a deux cas de figure, on n'est pas arrivé au bout de la complexité. Soit on a des artistes-auteurs qui sont salariés. Dans ce cas-là, ils vont faire des déclarations à l'URSSAF en traitement et salaire, et les diffuseurs, donc ce qu'on appelle les diffuseurs, ça peut être soit les clients, soit les éditeurs, soit encore les organismes de gestion collective, donc qui vont collecter et redistribuer, ils vont précompter les cotisations sociales lors de la rémunération. Donc, les diffuseurs précomptent ces cotisations sociales lors de la rémunération et vont reverser les sommes directement à l'URSSAF Limousin, qui a une compétence nationale depuis 2020. Donc ça, c'est pour le cas où on a des artistes-auteurs salariés. Deuxième cas de figure, on a des artistes-auteurs qui peuvent ne pas être salariés et qui alors vont déclarer des revenus d'artistes-auteurs à l'URSSAF en bénéfices non commerciaux cette fois-ci, et qui ne vont pas avoir à verser de cotisations lors de la rémunération. C'est ce qu'on va appeler une dispense de précompte, le précompte de ces fameuses cotisations sociales, si vous avez bien suivi. Donc, comme on le voit, tout comme c'était le cas pour les intermittents et intermittentes du spectacle, les artistes-auteurs ne sont pas gâtés non plus en termes de complexité et en termes de démarches très nombreuses à faire pour pouvoir déjà comprendre comment tout cela fonctionne et pour pouvoir bien respecter toute la démarche, puisque si vous vous souvenez, l'URSSAF va également contrôler et sanctionner les erreurs éventuelles que peuvent faire les artistes-auteurs. Donc c'est pratiquement un travail en lui-même, ça demande énormément de temps. Enfin, il y a des artistes-auteurs qui disent régulièrement qu'en fait, c'est pratiquement une activité à part entière que de faire les choses comme ils le doivent, et que tout ce temps-là, évidemment, il va être retirés de leur temps de création, donc le temps où ils font en fait leur métier, tout simplement. Et donc, puisqu'ils ont moins de temps pour faire leur métier, ils vont également toucher moins d'argent, puisqu'ils vont retirer moins de bénéfices de leurs œuvres. Tout ça, il faut l'ajouter à la grande précarité de façon générale, en fait, des artistes-auteurs et des artistes-autrices. Leurs conditions matérielles d'existence sont particulièrement fragiles. Donc, ces artistes-auteurs, ces artistes-autrices sont dans une grande précarité. Il faut toujours prendre des chiffres. Donc là, j'ai un chiffre du ministère de la Culture de 2018 qui nous apprend que 75% des artistes-auteurs perçoivent des revenus inférieurs à 5 000 euros par an. Donc, on est à 416 euros par mois. 416 euros par mois. Enfin, je le répète, mais c'est en fait, il faut le répéter, c'est bien en dessous du seuil de pauvreté, c'est bien en dessous de tout. Enfin, ça n'a jamais permis à personne de vivre et c'est 75%, donc 3 sur 4. C'est énorme. C'est d'autant plus scandaleux que, en fait, cette situation, elle est connue de très longue date. En 2020, Martin l'avait évoqué tout à l'heure, a été publié le rapport signé Bruno Racine. Le rapport Racine, comme on le dit, on condense ça en rapport Racine et pas rapport signé Bruno Racine, ça va plus vite, c'est 141 pages de constats, d'observations, de commentaires
qui découle d'auditions menées durant de longs mois. Et en fait, ce rapport, pourquoi il est très intéressant? Parce qu'il va reconnaître officiellement, c'est un document qui a été commandé par le ministère de la Culture, la dégradation de la situation économique et sociale des artistes-auteurs, qui se traduit par une érosion de leurs revenus en dépit de l'augmentation générale de la valeur créée. Ce que ça veut dire, c'est que les artistes-auteurs produisent de plus en plus de valeur et malgré cela, ils vont être de moins en moins payés. Pour vous donner encore une fois un exemple très concret, en 2020, la littérature jeunesse représentait 737 millions d'euros de revenus pour l'industrie du livre, donc presque 1 milliard d'euros. Et du coup, c'était un livre vendu sur 4 avec une croissance de 1,1%. C'est énorme et évidemment, tous les artistes-auteurs de la littérature jeunesse sont dans une aussi grande précarité que l'ensemble des artistes-auteurs. Puisque je vous rappelle que le chiffre que je vous avais donné à l'instant, c'était les artistes-auteurs de façon générale et évidemment, ceux de jeunesse n'ont pas de meilleures conditions sociales d'existence que les autres. Autre chose importante sur ce fameux rapport Racine, c'est qu'il ne se borne pas à souligner la précarisation galopante. Il évoque également, et je cite, l'insuffisante prise en compte des conséquences pour eux de certaines réformes sociales, les difficultés administratives auxquelles ils se heurtent trop souvent, ainsi que la perspective de la réforme des retraites, perçue comme une menace pour le système de sécurité sociale des artistes-auteurs. Donc, il y a eu des mobilisations importantes au moment de la réforme des retraites, enfin, qui étaient plus que justifiées, et Martin l'évoquait tout à l'heure, notamment avec Art en grève, avec la Buse également. Donc, il y a eu vraiment un mouvement qu'on a suivi de près et qui était très porteur, très encourageant. Et vous voyez également dans cette situation que ces difficultés administratives que j'évoquais il y a un instant, elles sont connues de longue date et rien n'est fait pour les améliorer. Donc, ce rapport Racine, il dressait un constat très complet, je vous l'ai dit, plus de 140 pages, mais il incitait également les pouvoirs publics à avoir une politique tournée vers les créateurs. Il était vraiment attendu avec impatience. Il a été accueilli de façon très positive, avec beaucoup de soulagement par les artistes-auteurs et les artistes-autrices. Et du coup, il devait se traduire par un plan d'action et un calendrier que le ministre de la Culture de l'époque, Franck Riester, devait dévoiler. Mais évidemment, une fois de plus, le ministère de la Culture a enterré ce rapport. Bon, pas tout, pour être tout à fait honnête, mais tous ces constats et toutes ces pistes les plus intéressantes ont été vraiment mises de côté, enterrées, et rien n'a été fait. Martin le disait, évidemment, nous deux, on coanime le groupe culture, mais évidemment, on relie tout ça, toujours ce que l'on dit à une situation politique plus générale et à nos objectifs politiques également plus vastes. Et je vous ai parlé de la précarité des artistes-auteurs. On le sait, la pauvreté est de plus en plus massive dans le pays. C'est insupportable. C'est insupportable pour les artistes-auteurs et c'est insupportable pour toutes les autres personnes, les 10 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec l'aggravation des inégalités qui va encore exploser avec la contre-réforme de l'assurance chômage qui va toucher énormément de monde. Et du coup, la première urgence qu'on se donnera politiquement quand on sera au pouvoir, ça sera d'éradiquer la pauvreté, comme le répète régulièrement Jean-Luc Mélenchon. J'en reviens à ces artistes-auteurs. Du coup, le tableau, qui est celui d'une grande précarité, demande d'y apporter une réponse politique. Il est important pour cela de revenir sur la notion de droit d'auteur, pour voir quelles sont les réponses politiques à apporter à cette situation. Donc, j'évoquais tout à l'heure, si vous vous en souvenez, la différence entre le droit moral et le droit patrimonial, mais en fait, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le droit d'auteur, parce que
aujourd'hui, en fait, il y a une absence de politique publique ambitieuse pour les artistes-auteurs et les artistes-autrices, d'une part, et il y a une marchandisation toujours croissante qui ne laisse aux artistes-auteurs qu'une portion congrue de la valeur produite, d'autre part. Et donc tout cela demande de reposer la question du droit d'auteur et d'y apporter des réponses politiques. Je vais citer de nouveau Aurélien Catin, puisque en fait, il résume très bien la situation. Donc, je le cite, en fait, il dit que le droit d'auteur fonctionne mal et renforce les inégalités. C'est un outil d'inspiration libérale qui crée des rentes proportionnelles au succès commercial des œuvres. Dans les arts visuels comme dans le secteur du livre, le biprofessionnalisme est endémique et beaucoup d'entre nous ne surnagent que grâce à un système palliatif d'aide à la création. Donc cette citation d'Aurélien Catin, elle est très importante parce qu'elle nous montre qu'en fait, la question de la paternité des œuvres et du droit d'auteur comme un droit moral, on peut tout à fait le comprendre, mais avec le droit patrimonial qui va faire que les artistes-auteurs vont être rémunérés en fonction du succès de leurs œuvres, ça va condamner de fait une immense partie de ces artistes-auteurs à, d'une part, la précarité, il parle de biprofessionnalisme, donc le fait d'avoir plusieurs professions, on l'évoquait également plus tôt, plusieurs professions, que ce soit plusieurs professions artistiques ou une profession artistique et une profession alimentaire, juste pour pouvoir remplir leur frigo et payer leur loyer, ce qui ne permet pas d'avoir du temps pour créer, parce que créer, ça demande du temps, évidemment. Et enfin, dernière chose, il va avoir nécessité, au vu de tout cela, de repenser la question du droit d'auteur. Le rapport Racine dont j'ai parlé confirme ce qu'on sait depuis longtemps, à savoir que le droit d'auteur, pour l'immense majorité de ces auteurs, ne leur permet pas de vivre de leur travail. Et donc, je pense que cette formule de Lionel Morel de la Quadrature du Net, que certains d'entre vous connaissent peut-être, est très juste. Il dit qu'il faut passer du droit d'auteur au droit des auteurs. Donc, on en revient toujours à cette tribune de la Buse, rémunérer les travailleurs. C'est toujours l'enjeu qui est très important pour nous dans cette formation. Et du coup, je vais vous présenter maintenant les différentes propositions qu'on a pu faire ces dernières années et ce sur quoi on est en train de travailler. Donc, depuis de nombreuses années, les organisations syndicales jusqu'au CAAP, le comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs, demandent un statut clair pour ces artistes-auteurs. Et donc, nous, à la France Insoumise et au Livret Culture, nous avons fait plusieurs propositions. Donc, Martin l'évoquait, dans le Livret Culture de 2017, nous posions les bases de ces propositions en mettant au pot commun, en proposant d'adapter le régime de l'intermittence aux autres professions artistiques précaires. Et ce travail, évidemment, continue. Nous continuons à auditionner de nombreuses personnes et à travailler à ces propositions. Évidemment aussi en lien avec nos députés à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, c'est la première mesure que je voulais vous présenter, la première proposition. Donc, à l'occasion du débat sur les crédits de la mission culture du projet de loi de finances 2021, le député Michel Larive, qui siège à la commission culture, député de l'Ariège, avait détaillé sa proposition de loi visant à la création d'un centre national des artistes auteurs. Excusez-moi, je vais y arriver. Michel Larive soulignait que la précarité tenait notamment au fait que les artistes auteurs ne sont pas considérés et traités comme une catégorie professionnelle à part par le ministère de la Culture. Ensuite, il soulignait qu'ils sont dépendants financièrement des systèmes de production et de diffusion marchands. Donc, il faut ici, je pense, faire une parenthèse d'importance. C'est le fait que
En fait, aujourd'hui, les représentants des artistes-auteurs reçus au ministère de la Culture sont des personnes qui vont être choisies par le ministère, notamment des représentants des organismes collecteurs, donc des OGC. Donc, ce ministère de la Culture, ce faisant, va choisir de recevoir des gens qui vont faire un travail de redistribution sans reconnaître les syndicats de travailleurs et de travailleuses. C'est une chose qui est absolument choquante et nous, évidemment, quand nous serons au pouvoir, euh, nous recevrons les syndicats, puisque peut-être, pour expliquer ce que sont ces organismes de gestion collective, donc la gestion collective, en fait, ça va être une modalité du système du droit d'auteur qui va imposer ou permettre aux titulaires de droits de les administrer par l'intermédiaire d'une organisation collective. Donc recevoir ces organismes de gestion collective, c'est vraiment piétiner les travailleurs. Moi aussi, je me perds un peu dans le film, mais je pense que vous avez suivi. On en est donc à cette proposition de Michel Larive de créer un centre national des artistes-auteurs. Et pourquoi c'est une nécessité, pourquoi c'est même une urgence? C'est parce qu'il faut améliorer leur statut. Donc, quelle forme prendrait ce Centre national des artistes-auteurs? Ça serait d'abord un observatoire. On l'a dit, il y a une immense diversité de cette population des artistes-auteurs, beaucoup de, beaucoup de différentes catégories, des complexités administratives sans nom, même pour les artistes auteurs et autrices eux-mêmes. Et du coup, la première chose qu'il faut faire, c'est connaître, savoir ces artistes auteurs, qui sont-ils? Qui sont-ils dans leur globalité et qui sont-ils dans leur singularité, c'est-à-dire dans leur particularité professionnelle? Il faut regrouper l'ensemble des règles et des opportunités. Donc, il faut d'abord avoir ce travail d'observatoire qui soit aussi un outil de référence nationale à destination des artistes-auteurs eux-mêmes et également de l'administration publique et de leurs partenaires économiques. Pour le dire simplement, aujourd'hui, c'est vraiment un... Personne n'y comprend rien, enfin s'il y a des gens qui comprennent quelque chose, mais quand même la plupart des gens, et même de la profession, ont beaucoup de mal à se dépatouiller de tout ça. La Ligue des auteurs organise très régulièrement des webinaires pour essayer de débrouiller et de répondre à toutes les questions. Donc voilà, on a une réelle urgence à commencer par un observatoire. Ensuite, il faut que ce Centre national des artistes-auteurs soit également un lieu de médiation pour dénouer les litiges qui peuvent exister entre les artistes-auteurs d'une part et les acteurs de l'aval, donc ceux qui vont soit diffuser, soit éditer, soit produire les œuvres. Ce lieu de médiation administrerait un pôle de négociation collective afin d'organiser le dialogue social entre les représentants des organisations professionnelles d'artistes-auteurs et ceux qui représentent les circuits de diffusion. Donc, on a enfin, dernière mission, que qu'aura ce Centre national des artistes-auteurs, c'est le financement et la redistribution. Donc, il y aurait un fonds de soutien à la création artistique, un fonds également à la recherche artistique et la mise en place d'un guichet unique. Donc, ce guichet unique, c'est pour pallier à l'immense complexité et faire une centralisation des interlocuteurs pour ne plus avoir la complexité actuelle et les organismes de gestion collective qui sont d'une complexité sans nom. Donc ça, c'est une première proposition d'importance. Donc c'est une proposition en fait de à la fois recenser et de créer un outil qui permette de faire cette médiation, ce financement et cette redistribution pour permettre à l'ensemble des artistes, auteurs et autrices d'avoir un outil lisible, clair et efficace à leur disposition.
Deuxième proposition, qui est encore une fois une proposition de loi qu'a faite Michel Larive lors de notre dernière niche parlementaire, donc il y a maintenant 1 mois, 2 mois, Martin? Quelques semaines, en tout cas, très peu, il y a un petit mois, c'était Très récemment, très très récemment. récemment. Donc c'est celle d'un domaine public commun. Le système de droit d'auteur, aujourd'hui, il va être basé sur l'héritage. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, on a le droit d'auteur qui est à la fois un droit moral et un droit patrimonial. Donc en France, ça veut dire que les héritiers vont pouvoir toucher ces bénéfices pendant 70 ans sur les œuvres de leurs ancêtres. Et ce système de droit d'auteur basé sur l'héritage, il va empêcher tout partage des œuvres entre, d'une part, les ayants droit, donc les héritiers, et l'ensemble de la société. La philosophie de cette proposition d'un domaine public commun, ça va être d'établir une solidarité entre les générations, entre les artistes morts et les artistes vivants. Donc l'idée, c'est qu'on va récupérer de l'argent sur les droits d'auteur des artistes morts, en fait raccourcir le moment où l'œuvre tombe dans le domaine public pour rémunérer dignement le travail des artistes, notamment celles et ceux qui n'ont pas droit au régime des intermittents du spectacle. La logique de ce domaine public commun, c'est donc de partir de l'idée qu'il est nécessaire de redistribuer. Si je J'étais perdue. précise, Oui, en continuité de ce que tu dis, l'histoire, que bien entendu, il ne s'agit pas de, de faire disparaître les droits d'auteur des héritiers, donc que ce soit une question de l'héritage auquel il faut réfléchir et travailler, euh, mais que c'est une taxation progressive sur ces 70 années jusqu'à le 100%, ou du moins en tout cas la fin des droits d'auteur touchés par les héritiers des artistes disparus, et que c'est cette taxation progressive qui sera plus ou moins, qui commencera doucement et puis qui sera de plus en plus importante avec le temps, pour ne pas, bien entendu, uniquement que ces œuvres ne soient que des rentes qui génèrent beaucoup, vraiment beaucoup pour certaines, beaucoup moins pour d'autres, mais également un système de dynamique où ce qui a été fait permet de faire pour l'avenir. Petit complément de précision, parce que ça peut, les gens peuvent, on peut croire qu'on veut supprimer l'entièreté des droits d'auteur. On a dit qu'on voulait retravailler ce système-là, le faire évoluer, en prenant le temps nécessaire pour le faire. Et là, pour l'instant, nous sommes dans une taxation progressive de cet héritage-là, ce qui nous semble par ailleurs politiquement totalement pertinent. oui, j'y arrivais, mais merci beaucoup Martin. Et du coup au bout de Pardon, 70 ans, non, excuse-moi, non, j'avais cru. t'inquiète pas, t'inquiète pas. Au bout de 70 ans, il n'y aura plus aucun changement par rapport à la situation actuelle. Donc, comme le disait Martin, c'est Oui, vraiment c'est ça. enfin, une mesure progressive entre le moment de la mort de l'auteur et les 70 ans après la mort de cet auteur ou de cette autrice. Et du coup, pourquoi je parlais de la logique de redistribution? Et du coup, cet argent qui sera récupéré par la puissance publique servira à financer la protection sociale et la création des professions créatives euh, qui ne bénéficient pas actuellement du régime des intermittents du spectacle, avec un nouveau régime d'indemnisation du chômage qui sera évidemment à négocier entre ces professions artistiques et les personnes qui commercialisent la création. Et donc voilà pour cette présentation sur les artistes-auteurs et nos propositions. Eh bien, merci Victoire. Et bravo à toutes et tous. Vous avez traversé durant, je pense maintenant, cette heure de formation, parmi les deux régimes professionnels les plus complexes qui soient. Et ce n'est pas une mince affaire que de
euh, de les percevoir d'un seul coup l'un après l'autre. Mais c'était aussi important pour nous de vous montrer la complexité qu'il y avait là-dedans et pour dire que si à éprouver, à comprendre durant une formation, c'est déjà assez terrible et éprouvant, imaginez ce que c'est que de vivre ça au quotidien. Et que bien entendu, nous, notre travail va être de simplifier tout ça pour aussi retirer une peur de l'avenir et ne serait-ce que du lendemain, ou même du jour même, constante chez les travailleurs de l'art. Euh, alors, comme tu disais, Victoire, il s'agit de réfléchir donc à une couverture sociale pour tous les travailleurs discontinus. Et ça, c'est une des revendications aussi clés des occupants de théâtre qui rencontrent le programme sur lequel nous sommes en train de travailler, que nous présentions déjà en 2017. Et donc, on a évoqué pour le moment le cas des intermittents et des artistes auteurs, mais évidemment, ils n'ont pas le monopole de la complexité et de l'extrême précarité. On ne va pas s'étendre aussi longtemps dessus pour ce soir, parce que je pense que tout le monde est déjà assez fatigué comme ça. Néanmoins, on peut citer également le cas des guides conférenciers et conférencières et de l'ensemble de beaucoup d'autres travailleurs de l'art discontinu, comme les installateurs d'œuvres d'art, ou même d'autres travailleurs qui ne sont pas des travailleurs de l'art, comme les pigistes, on en a parlé avec ce livre précédemment, ou ceux de l'événementiel, de la restauration et du tourisme. Alors, si les guides conférencières et conférenciers ont eu par le passé l'annexe 4 de l'UNEDIC qui leur permettait d'avoir une forme d'intermittence adaptée à leurs conditions de travail, cette annexe 4 a été supprimée il y a quelques années sous Sarkozy, je crois, et il s'agira bien entendu de remettre ce qui a existé comme couverture sociale et d'adapter, donc produire de nouvelles pour l'ensemble des travailleurs discontinus. Alors, euh, euh, voilà, principalement sur cet aspect-là. Désolé, moi aussi, je me perds à certains moments dans mes notes. Mais c'est un travail nécessaire qui dépasse, bien entendu, le seul ministère de la Culture que nous aurons et qui se fera conjointement avec, qui va se faire dans les semaines à venir conjointement comme travail, qui se fait déjà avec le groupe qui travaille avec nous sur le travail, qui a présenté la précédente formation, je crois, en début de semaine. Nous les saluons et bien entendu, ce travail se fera conjointement avec le ministère du Travail parce qu'il s'agit également, en vérité, de bouleverser tout le travail discontinu pour permettre d'y faire naître une forme de stabilité, du moins une forme de stabilité dans la couverture sociale pour qu'il n'y ait pas cette disparité qui existe aujourd'hui, qui tend à augmenter, qui tend à ne plus devenir une disparité tant tout est précaire et précarisé constamment, mais dont on va totalement inverser la tendance dès que nous arriverons au pouvoir. Et du coup, oui, c'est bon, tu as fini, Martin. Oui, pardon, je sais que je parle beaucoup, Non, mais j'ai parfaitement fini ma participation à cette conclusion et même cette formation. Excuse-moi, Victor, je t'en prie. finissons dans la bonne humeur, c'est très bien. Du coup, ce que je voulais dire, moi, c'est que les travailleurs et les travailleuses de l'art, bon, on l'a martelé, mais c'est vraiment important, ils et elles sont de longue date les éclaireurs et les éclaireuses de la précarité généralisée. Ce qu'on entend par cette formule, c'est que, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que étant de longue date précarisés et l'étant de plus en plus, c'est en réfléchissant au régime, au statut qu'on doit penser pour elles et eux, qu'on peut réfléchir pour tout le monde à une sortie de cette précarité généralisée. Et du coup, les occupations de théâtre, en ce sens, elles sont vraiment très importantes parce que si on s'en souvient, elles ont eu comme première revendication l'abrogation de la réforme de l'assurance chômage parce que justement, elle va pousser encore plus de Françaises et de Français dans la pauvreté. Et donc, quand bien même, elle ne concerne pas directement les intermittents. Donc, les intermittents qui auraient pu se concentrer sur des revendications sectorielles, qui n'en sont pas moins légitimes, ce n'est pas la question, mais qui ne touchent que eux dans leur rapport à leur travail, ils ont décidé au contraire de prendre à bras le corps un combat qui est un combat donc contre la précarité généralisée. Euh, et du coup, aujourd'hui, évidemment, l'absence de politique culturelle depuis de nombreuses années, pour ce qui est
ces travailleurs et ces travailleuses de l'art. Et plus récemment, la crise sanitaire et évidemment sa mauvaise gestion par le gouvernement n'ont fait qu'accroître cette précarisation. On l'a dit, on l'a répété, mais c'est vraiment les éléments centraux qu'il faut retenir en fait de cette formation. Si vous ne retenez pas toutes les complexités du régime de l'intermittence, on ne vous en voudra pas. En revanche, si ça, l'idée que les travailleurs et les travailleuses de l'art sont précarisés depuis longtemps et du coup doivent nous donner les solutions politiques à apporter à cette situation, c'est plus problématique. Et du coup, pour finir la formation, on voulait répéter que des réponses, elles existent, qu'elles sont formulées par tout un ensemble de syndicats et de collectifs. On en a cité, pas mal pendant cette formation et que, le ministère de la Culture et le ministère de la du Travail aujourd'hui ne les écoutent pas. Au point qu'en fait, cette absence de réponse politique, elle est devenue en elle-même une idéologie. Martin l'évoquait tout à l'heure pour les matermitantes, il suffirait de faire vraiment, un document qui permettrait de régler cette situation. Les femmes, comme toujours, sont, doublement et sont les plus précarisées et là, c'est vraiment, dramatique. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que vraiment l'absence de réponse politique et même l'absence de réponse technique, puisque là c'est le cas, c'est une idéologie et que du coup, il est vraiment urgent de bâtir un vrai service des arts et de la culture pour permettre à celles et ceux qui sont à l'origine des œuvres d'en vivre dignement. Et voilà, alors on espère que ça aura vous aurez pu saisir le plus de choses. Nous-mêmes, on a conscience que c'est compliqué. C'est aussi la première fois qu'on se prête à cet exercice de la formation numérique par visio. Euh, mais en tout cas, n'hésitez pas à suivre les avancées de ces travaux sur les différentes pages des réseaux sociaux du groupe Culture de la France Insoumise, dans l'Insoumission ou dans euh, la page des actualités de l'espace programme. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la formation sur l'éducation artistique et culturelle qui sera donnée par Daniel Attala, rapporteur du groupe Culture, et Mathilde Louvain, qui est membre du groupe Culture de la France Insoumise. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt donc. À bientôt.